Euh, Bienvenue avec nous autres. Aujourd'hui, Thierry et moi, on va jaser d'entrepreneuriat, puis de business, puis de processus, I guess. Si vous connaissez pas Thierry, Thierry est un formateur, intégrateur iOS. Je sais pas si on peut dire formateur, mais je vais te laisser te présenter. Intégrateur. Intégrateur, ouais. Il y a beaucoup de monde qui connaissent probablement pas iOS non plus, fait que je pense que ça vaudrait la peine de le dire rapidement. On est là pour 45 minutes, une heure aujourd'hui. On est jeudi le 12. Si vous écoutez ça dans plusieurs jours / semaines, vous pouvez quand même commenter / interagir avec nous autres, puis on va vous répondre par après. Merci d'être là, Thierry. Merci de m'avoir invité. Est-ce que, bon, tu as gracieusement accepté de me joindre aujourd'hui, puis je suis vraiment contente qu'on prenne le temps de se jaser. On se connaît un petit peu, ça fait comme une couple de fois qu'on se parle, puis je trouve, en fait, je t'ai approché pour faire un live avec toi récemment parce que j'ai vu un post dans lequel tu parlais d'avoir vendu une business, puis là, ça m'a comme vraiment allumé parce que je savais pas que tu avais vendu une business avant. Puis on n'a pas vraiment parlé, toi puis moi, de nos carrières respectives tant que ça. Fait que j'étais vraiment curieuse, puis je me dis peut-être que c'est une bonne place pour commencer aujourd'hui, de jaser un peu de ta carrière, puis qu'est-ce que tu as fait avant, puis comment tu t'es ramassé intégrateur iOS, puis c'est quoi le chemin que tu as pris, puis pourquoi tu fais ça aujourd'hui? OK. Ben, rapidement, Ouais. merci de m'avoir invité, premièrement. Merci aux gens qui sont là pour écouter. Moi, je suis ingénieur de formation. J'ai gradué en génie mécanique à Polytechnique. Puis après avoir fait 5 ans de travail d'ingénieur dans des compagnies, j'avais la fibre entrepreneuriale. J'avais le goût de vivre une aventure. Donc, l'âge de 27 ans, avec un associé, on s'est parti une business. On était deux dans le domaine industriel. Le but, c'était, on faisait des grosses valves pour les usines industrielles. Donc, au début, on était deux dans un petit bureau, on faisait de la sous-traitance. Puis tranquillement, on a monté, puis on s'est acheté une usine, une bâtisse, puis on a eu notre usine, donc à Boucherville. Puis on a une belle aventure de 13 ans. On vendait à l'international. On était rendu une 50aine d'employés, mais notre couple n'était pas, ça allait pas si bien que ça. On avait toujours des clashs, puis je me rends compte maintenant que j'aide les entreprises à implanter EOS, qu'on s'était jamais arrêté pour se demander qu'est-ce qu'on voulait de l'entreprise. On s'est jamais aligné sur pourquoi tu fais ça, puis c'est quoi ton why, puis où est-ce que tu vois l'entreprise. Je pense qu'on voulait deux choses complètement différentes, puis on n'a jamais réussi à se communiquer. Puis ça amenait des clashs, puis c'est pour ça qu'en 2007, on l'a mis à vendre parce qu'on s'est dit, on n'était plus capable on n'était pas capable de se séparer parce qu'on était tellement associés, puis que l'entreprise allait bien. On avait je ne sais pas si tu connais Close Shotgun dans les conventions d'actionnaires. On ne pouvait pas se racheter, donc on s'est dit, on va vendre, puis ça va nous permettre de continuer ou de se séparer. Donc, puis, pourquoi à la base vous avez commencé à faire des valves? Ben moi, j'avais travaillé pendant 4 ans dans une compagnie qui faisait ça, qui avait fait 2 fois faillite. C'était managé comme de la chenoute. Le produit qu'on vendait à des Alstom Power, des grosses compagnies aux États-Unis et tout, puis je voyais le produit, puis moi, j'étais rendu spécialiste à le designer et tout. Puis comme toute personne qui part une business, ben j'étais bon dans quelque chose. J'étais un spécialiste dans quelque chose, et j'avais le goût de prendre les rênes. Je savais que je pouvais faire les choses mieux. Et lui, c'était un comptable agréé à un CMA. Il était contrôleur dans la compagnie où je travaillais. Puis lui, il voulait partir en business. Puis là, on s'est dit, on a un bon fit de skill set. Et on voulait se partir. Puis on a parti. Puis toi, on avait fait un plan d'affaires, mais c'est un plan d'affaires juste pour démarrer pour 3 ans, mais on ne s'est jamais arrêté vraiment pour se demander. Interesting. Puis c'est quoi qui t'a ramené après? T'as comme un peu fait le full circle. On a vendu. Moi, je suis resté 2 ans et demi. J'ai essayé de me repartir dans le domaine industriel, mais en 2011-2012, après le crash, c'était pas un océan bleu, comme on dit. C'était plutôt un océan brun. Il n'y avait pas de projet. Je me suis dit, mon entreprise marchait, je commençais à gagner de l'attraction, mais il n'y avait pas assez de jus. Puis, il y
n'avais pas assez de projets. Je me suis dit, je m'en vais nulle part avec ça. Et c'est là où j'ai un client qui utilisait mes valves dans les systèmes de pollution de l'air, de contrôle de pollution de l'air, qui m'a appelé pour venir faire du développement d'affaires pour leur compagnie. Donc, j'ai embarqué avec eux pendant 2 ans. Puis après ça, je suis devenu DG. Le DG qui m'avait engagé, il prenait sa retraite. Fait que j'ai dirigé l'entreprise pendant 8 ans. Et c'était vraiment intéressant. Ça fait partie d'un gros groupe français. Puis j'ai vu un peu plus des structures un peu plus étoffées, tandis que mon entité, c'était quand même, je me sentais comme entrepreneur dans une grosse compagnie. Et c'est là où j'ai frappé le problème d'opérationnaliser une stratégie. Ça fait que je suis arrivé dans la compagnie, j'ai fait un plan d'affaires, on a fait un beau lac à l'épaule pour un plan stratégique. Puis ça faisait 12 ans que l'entreprise elle stagnait un peu. Puis moi, je voulais donner un petit peu de push. J'avais une bonne équipe de direction, puis je dis, let's go. On va se mettre une croissance, puis on va faire des choses. Puis une fois que je suis revenu, on était tous motivés dans l'entreprise. Puis le plan d'affaires, il n'y a rien qui s'est passé. Sans plan stratégique, là, je ne savais pas comment l'opérationnaliser. Je ne savais pas comment le faire vivre à tous les jours. Puis, donc, après, la COVID a frappé. Là, j'étais en remise en question. Après 10 ans dans la même compagnie, je me suis dit, bon, c'est quoi mon next step? Puis, j'ai un collègue qui m'a donné le livre Traction, qui est là. Ouais. Les Traction qui parle de OS, un best-seller que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Puis, quand j'ai lu ça, je suis tombé en amour avec le système. Puis, mon ami qui faisait ça, c'était un autre collègue, il s'appelle Hugo Boutet, qui est aussi intégrateur au Québec. On est 4 à faire ça, certifiés. Puis, il m'a dit, écoute, je te verrais bien être intégrateur. Tu as le skill set, tu as l'expérience. Puis là, ça a pris 1 an. Et puis j'ai fait le saut il y a plus de 3 ans, 3 ans et demi maintenant, de devenir intégrateur 100% du montant. Donc, c'est ça que je fais depuis 3 ans et demi. J'accompagne les entreprises à implanter EOS. Puis le rationnel de faire ça, c'était un peu la... Est-ce que pour toi, c'était comme coming full circle parce que quand tu as commencé, tu n'avais pas... Comment ça s'est manifesté quand tu dis on n'a pas été capable d'opérationnaliser la stratégie? Ben, c'est ça. J'ai vu, je voulais aider les entrepreneurs. Donc, quand tu arrives à un certain âge, tu te dis, OK, j'ai beaucoup d'expérience, qu'est-ce que je fais? Des fois, il y a des personnes, moi, j'ai eu ce sentiment de redonner puis d'aider. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire du mentorat. Puis là, EOS, c'était de faire ce que je fais maintenant. C'était une façon d'aider les entrepreneurs à ne pas vivre ce que j'ai vécu ou le vivre moins longtemps. Et les frapper, on parlait avant là, du live, des plafonds de croissance. Quand tu frappes un plafond, comment amener ton entreprise à l'autre step? Puis, parce que quand tu es pogné dans un plafond, tu as des frustrations. Puis plus tu restes là, plus les frustrations grossissent, puis les problèmes s'amplifient. Donc, c'était comment aider les entrepreneurs à ne pas vivre ce que j'ai vécu ou le moins possible. Et puis, je voulais me repartir en affaires dans un sens. Je suis un solopreneur, j'ai 2 personnes qui travaillent, des collaboratrices, mais je suis quand même mon propre patron, puis j'ai ma compagnie. Donc, je fais mon biz dev, puis comme un peu tous les solopreneurs. Ça fait que ma fibre entrepreneuriale, ça m'a permis de repartir en business. Ouais. Puis, quand tu parles de plafond, j'imagine qu'il y a comme des milestones typiques de la croissance. Est-ce que c'est des chiffres qui se quantifient en termes de c'est une entreprise qui a X chiffre d'affaires, X nombre d'employés? C'est quoi les use cases? C'est plutôt le chiffre d'affaires, ça dépend de la business. Donc, c'est plus le nombre d'employés que je vois dans les entreprises. Il y a toujours la phase de démarrage où l'entrepreneur, il démarre, il engage du monde, puis c'est un peu validation de son projet. Puis là, s'il y a du succès, puis qu'il passe à travers une couple d'années, là, il arrive à 10-12 employés, là, c'est le premier plafond, où là, c'est lui qui gérait tout venait par lui, mais là, à un moment donné, s'il veut croître, là, il faut qu'il commence à déléguer, à avoir des personnes à avoir de la clarté, là, puis commencer à déléguer les responsabilités. Après ça, l'autre plafond que je vois, c'est à peu près 20-25, 50, 100, 150, puis après ça, 250. C'est à peu près les plafonds que moi j'ai vécu et que j'ai vu avec mes clients.
Et à chaque plafond, il y a des challenges qui sont différents. Puis c'est des challenges pour l'entreprise, des challenges pour le CEO ou des challenges pour les deux? Tu travailles avec les CEO, j'imagine? C'est un peu tout, ça dépend des plafonds. Des fois, c'est l'entrepreneur qui doit se réinventer. Des fois, c'est l'entreprise qui doit se réinventer. Plus l'entreprise est grosse, plus ça devient des enjeux quand même d'entreprise qui doit se réinventer. Au début, c'est plus l'entrepreneur qui doit se réinventer. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre de E-Myth. Oui, c'est un de mes livres préférés. Bon, c'est ça. Au début, comme moi je suis parti, j'étais le spécialiste, technicien. Mais à un moment donné, l'entrepreneur puis le manager, il faut que tu prennes ton rôle. Parce que si tu restes technicien, là, c'est pas là où il faut que tu délègues. À un moment donné, il faut que tu lègues ça. Si tu veux gérer une entreprise, il faut que le technicien, que tu ne le sois plus à un moment donné. Puis il y a un deuil à faire. Et ça se fait durant les premiers stades. Et après ça, c'est plus structurer une équipe de direction, puis les processus, mettre en place les processus, s'assurer que l'entreprise peut opérer sans toi. Puis ça se fait à différents stades. Puis, est-ce qu'il y a des moments plus critiques? C'est quoi les use cases typiques? Parce que je pense qu'on travaille dans des positions un peu similaires où est-ce que moi, typiquement, moi, les gens vont m'amener quand il y a des enjeux spécifiques liés à la croissance ou une décroissance ou un pivot, comme un point d'inflexion quelconque dans l'histoire de la business. Je pense qu'il y a quand même effectivement une position. Je pense que ça prend de l'humilité pour être capable de réaliser que tu sais pas tout puis que tu as besoin d'aide from the get-go. Mais après ça, rentrer quelqu'un dans ta business qui est d'une certaine façon ton bébé, puis il y a beaucoup de trucs que c'est de même par défaut parce que c'est toi qui les as bâtis ou toi qui as pris des décisions au fil des ans. Fait que moi, j'arrive souvent dans des positions où est-ce qu'il y a énormément de pression / des fois de soulagement de mon arrivée parce que je m'en viens aider, tu sais. Dans ton cas, toi, est-ce que c'est une position similaire où est-ce que les gens sont comme on a besoin d'aide puis tout va péter ou est-ce que c'est quoi la dynamique quand tu arrives dans ton entreprise? Oui, j'ai plusieurs dynamiques. La première dynamique, c'est un entrepreneur qui, souvent, c'est pas que ça va péter, mais qui est frustré, qui a assez mal pour demander de l'aide puis dire j'ai besoin d'aide. Ouais. Un entrepreneur qui a essayé plein d'affaires, je fais venir des consultants, puis essayer d'arranger les ventes, essayer d'arranger les choses, mais que ça marche toujours pas. C'est parce qu'il n'a pas fait les choses de base. Puis, donc, c'est la frustration qui les amène. Ils veulent s'en aller quelque part, puis ils ne sont pas capables, ils se sentent bloqués. Ils ont un plafond. Ils frappent quelque chose ils se disent, j'ai essayé plein de choses, les gens ne me comprennent pas, je travaille trop, il n'y a rien qui marche, puis ils sont tannés de travailler 80 heures. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois, c'est des fois ces entreprises qui vont bien, je vois beaucoup, j'en ai plusieurs clients que c'est la deuxième ou troisième génération qui reprennent l'entreprise. OK. Puis là, qui disent, OK, là, la façon qu'on faisait avant, là, c'était un peu mom and pops. Là, moi, je vais aller beaucoup plus loin. C'est la nouvelle génération qui est là, qui a plus d'énergie, ils sont plus jeunes, ils veulent aller plus loin. Puis là, ils se disent, il faut qu'on change les façons de faire. La façon qu'on faisait ne va pas nous amener où est-ce qu'on veut aller. Fait que ça, c'est plus ils n'ont pas de douleur, ils se voient qu'il faut qu'ils changent de façon, puis là, ils voient le système OS, ils disent, c'est ça que j'ai besoin pour m'amener à l'autre étape. Donc ça, c'est plus dans un état positif, mais j'en ai aussi qu'ils m'arrivent puis ils me disent, là, je suis plus capable, puis là, j'ai besoin d'avoir une action. Pas que l'entreprise va pas bien, c'est toujours des entreprises opérantes qui font de l'argent, puis il faut qu'ils soient dans le bon marché, puis qu'ils vendent le bon produit, puis que l'entreprise opère. Moi, je ne suis pas en redressement. Le système OS ne redresse pas. Il aide à propulser l'entreprise puis à la catalyser l'énergie des gens qui sont là pour vraiment les aligner puis les amener vers où est-ce qu'ils veulent aller. Puis dans cette dynamique-là, parce qu'on en a déjà parlé, puis j'ai aussi lu le livre, fait que je suis un peu familière avec le concept de iOS. C'est vraiment basé sur un set de guidelines vraiment clair, puis après ça découle un peu sur le style de leadership, puis voici comment
empower les gens pour faire les bonnes affaires, right? Fait que, Ouais. à ce niveau-là, comment est-ce que tu travailles directement avec le, tu sais, y a-tu un shift de dynamique / de paradigme par rapport au CEO? Parce que, tu sais, moi, mon client, c'est souvent le CEO, puis il y a tout le temps une dynamique de, les problématiques sont tout le temps les mêmes, right? C'est tout le temps comme je travaille trop, j'ai pas confiance en mes employés ou / mes employés sont pas assez autonomes ou je suis pognée à gérer des affaires que j'aimerais déléguer, mais j'arrive pas à le faire comme du monde. Puis, il y a clairement c'est souvent process related to some extent, là. Fait que comment tu gères ce changement de dynamique-là? Ou est-ce que c'est par où tu Donc, c'est un commences? processus. C'est un processus. Moi, je travaille avec d'habitude, c'est l'entrepreneur, c'est le CEO, le visionnaire qui m'amène dans l'entreprise. Je travaille avec l'équipe de direction pour. Je ne travaille pas one-on-one, je fais one-to-many. Je travaille avec l'équipe de direction pour les aider à implanter EOS. Puis le EOS est là pour aligner la vision, c'est que tout le monde s'aligne sur la vision, où est-ce qu'on veut aller, pour s'assurer que la vision qui est dans la tête du visionnaire soit mise sur papier, soit discutée, que tout le monde s'entende là-dessus, puis qu'on ait un plan pour y arriver. Après ça, c'est l'opérationnaliser, rendre les gens structurés, disciplinés, puis rigoureux et imputables des résultats dans l'exécution de la vision. Ouais. Et je travaille aussi sur la santé de l'équipe pour qu'ils se disent les vraies affaires. C'est enlever les égos et tout ça, amener de la cohésion dans l'équipe, parce que souvent, ce n'est pas le cas. Là. Des fois, souvent, les équipes, il y a des dysfonctions dans l'équipe. Une fois que l'équipe de direction est forte, ben là, le reste de la compagnie va s'en suivre, puis à un moment donné, tout le monde va être aligné, opérationnaliser la vision, puis exécuter la vision. Ça, c'est le principe. Une chose qui... Puis quand on implante, moi, je suis un processus très éprouvé. On fait des sessions, puis il y a des agendas précis, on a des choses à faire. Puis en faisant ça, moi, je m'adapte aux entreprises, mais les enjeux sortent. Et la première chose qu'on fait, c'est la charte d'imputabilité, on appelle, c'est les rôles et responsabilités au niveau de la direction. On met de la clarté, qui est responsable de quoi. Puis déjà là, ça amène beaucoup d'enjeux. Ça fait réaliser aux visionnaires que souvent, on a deux rôles, le visionnaire puis intégrateur qu'on décrit. Ouais. Puis là, quand je vous leur montre ça, que le visionnaire, il ne doit pas être dans les opérations au jour le jour. Il est le moteur, puis l'intégrateur, c'est la transmission. C'est un peu CEO, DG. Ouais. Quand ils voient ça, ils disent hey, oui, c'est. Souvent, ils sont pris dans le siège de visionnaire, intégrateur, souvent vente. Ils font trop de choses, ils ne sont pas capables de tout faire, puis ils n'ont pas la rigueur pour driver la business au jour le jour. Ils ont la vision, ils voient le marché, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller, ils drivent la culture, c'est des gens qui connaissent le produit très bien puis qui sont capables d'innover et de régler des gros problèmes, mais au jour le jour, ils n'aiment pas ça être pris dans le détail. Ouais. Je leur montre le modèle, puis je dis, toi, tu dois aller visionnaire. À long terme, là, tu dois te sortir du rôle d'intégrateur. Ça leur donne de l'espoir. Puis ça leur donne ça leur fait réaliser c'est quoi leur vrai rôle. Puis, vraiment dans les mythes, d'être le visionnaire, pas d'être le technicien, puis pas d'être le manager, d'être un peu l'entrepreneur. À long terme, ça doit être l'entrepreneur, il doit être visionnaire entrepreneur, puis il ne doit pas travailler dans la business, il doit travailler sur la business. Est-ce que pour toi, c'est un truc qui est souvent compris? Tu sais, les gens, ils t'appellent, puis c'est toi qui dois leur faire réaliser cette chose-là. Comment est-ce que quelqu'un qui est un CEO peut réaliser / savoir que ça part de lui, right? Que c'est lui qui est le frein à la croissance ou à la manifestation de la vision qu'il a pour sa business? Ben, c'est dans le processus. Hein. Moi, je dis trust the process. Quand j'implante EOS, ça fait juste ressortir les enjeux. Des fois, il y a toujours, tout le monde est responsable un peu de ce qui se passe dans l'entreprise. Le visionnaire, il a la responsabilité de qu'est-ce qui marche bien puis qu'est-ce qui ne marche pas. Mais des fois, c'est qu'il n'est pas outillé. En sortant des outils, ça aide, puis ça met la lumière sur d'autres enjeux. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas les bonnes personnes aux bonnes places. Il faut faire le ménage, s'assurer qu'il y ait toutes les personnes, au moins dans les premiers paliers d'une entreprise, soit les bonnes personnes au bon siège. Et on réalise beaucoup de choses. Puis des fois, ça met la lumière qu'il n'est pas capable de lâcher prise. Puis je lui fais réaliser qu'il faut qu'il commence à lâcher prise.
Puis si on a une bonne équipe de direction, puis des gens qui sont confiants de dire les choses, peut-être ça ne va pas venir de moi. L'idéal, c'est que ça vienne du groupe. Ouais. Et si je vois que ça bloque, ben moi, je suis un miroir, ben je pose des questions pour essayer de leur faire réaliser, puis de leur faire réaliser qu'il y a des enjeux de personnes, peut-être. Puis peut-être c'est l'entrepreneur qui est le problème. Puis qu'est-ce qui arrive quand c'est ça qui est, tu sais, comme quelqu'un qui arrive à cette réalisation-là? Tu sais, as ton rôle, je veux dire, tu fais des interventions, tu nous disais trimestriel. Je vais raconter une histoire. Pour implanter OS, je leur dis, il faut que vous soyez ouvert, honnête, vulnérable. Ouais. Parce que ça risque de frapper. Si vous n'êtes pas prêt là, à sortir les enjeux d'en dessous du tapis puis de les mettre sur la table pour les résoudre, je dis, embarquez pas dans le processus. Puis moi, j'en ai eu un client il y a quelques années, 2 ans, qui a dit, je veux OS, j'ai besoin de OS. Puis j'avais un sentiment qu'il n'était pas prêt, mais je dis, OK, on va commencer. Puis là, on a fait la première journée. Ça avait bien été. La deuxième session, on revoit ce qu'on avait fait. Puis là, il dit, ben là, j'ai changé un charte d'imputabilité. Je pense que telle personne, je vais prendre son rôle. Puis la personne était là. Puis là, ça amenait un enjeu. L'autre personne, elle dit, pourquoi tu m'enlèves l'équipe de direction? Là, on a parlé que c'était ça, puis tu ne me fais pas confiance. Puis là, il y avait un enjeu qui est sorti. Puis là, on a réglé l'enjeu, ça a pris 2 heures. Puis la personne a dit, OK, je suis bon avec le plan, je vais rester, mais elle était prête à claquer la porte. Ouais, j'imagine. Puis là, le visionnaire, il a fait comme, c'est ça, EOS? Ça fout le bordel? Je dis, non, le EOS, j'ai juste mis la lumière sur l'enjeu. L'enjeu, c'est toi qui l'as créé. Je lui ai dit ça. L'enjeu, c'est toi qui l'as créé. C'est pas EOS. Il était là. On l'a réglé. La personne aurait pu, si ça avait continué, là, elle aurait démissionné dans 3-4 mois, là, tu n'aurais même pas su pourquoi. Là, on a désamorcé la bombe, on a réglé l'enjeu. Elle dit, non, moi, j'aime pas ça. Fait qu'il aimait l'harmonie artificielle. Il n'était pas prêt à faire. Il veut travailler des yes men. Donc, je dis, OK, t'es pas prêt. On arrête. On a arrêté. Donc, il faut être prêt à faire face à la musique. Est-ce que c'est un processus qui est quand même long? C'est comme 2 ans, je pense. Un accompagnement de 2 ans, d'abord. Puis toi, est-ce que ça t'a fait changer 1 heure et demie à 2 ans, 2 ans et demi pour implanter puis le déployer. Moi, je suis là pendant qu'ils déploient dans l'entreprise. Ouais. Puis une fois qu'ils sont, il y a 6 composantes. Il y a dans le système EOS, la vision, les personnes, les données, les enjeux, les processus et l'attraction. Puis on se fait une évaluation. Puis quand ils sont rendus à 80% forts dans chaque composante à tout le niveau de l'entreprise, on dit, vous êtes prêts à graduer, vous n'avez plus besoin de moi. Puis il y en a qui me gardent parce qu'ils aiment ça que je vienne tous les trimestres puis de faire le facilitateur. Il y en a d'autres qui disent, on est bon, on a pris le système en main, mon but, c'est de les rendre indépendants le plus rapidement possible. Ça prend 1 an et demi à 2 ans. Okay. Donc, c'est une gestion de changement. Hein. Déjà, on a des sessions tous les trimestres, puis durant les trimestres, ils travaillent sur leurs priorités, ils deviennent meilleurs avec les outils, puis il y a une évolution dans l'équipe qui se fait. Puis il y a des gens qui partent. Je te dirais que 50% du temps, il y a même plus que 50% du temps, au bout de 6 mois, l'équipe de direction est un peu différente. Il y a 1 ou 2 personnes qui ont changé, ou ils ont engagé des gens. Donc, il y a les right people, right seat. Là, ça se fait au niveau de la direction, puis c'est la première chose à régler. Puis souvent, il y a des changements. Puis ça, c'est parce que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas alignés avec la vision, puis que finalement, ils n'ont plus envie d'être là. Ouais. Okay. Ou qui ne sont plus les bonnes personnes pour aller à l'autre étape, où il y avait des choses non dites, que le visionnaire ne prenait pas la décision. Il n'y avait pas les outils, où il n'y avait rien qui le poussait à prendre les décisions, puis il tolérait des gens qui n'étaient pas les bonnes personnes dans un bon siège. Mais dès qu'on met le système en place, ben là, il faut être aligné, il faut accomplir des choses, puis les gens qui ne sont pas à bonne place, ben, d'habitude, ça bloque le processus. Oui, je comprends. Est-ce que toi, avec les années que tu fais ça maintenant, là, y a-t-il des trucs que tu as appris qui t'ont fait changer la façon dont tu travailles? La priorisation, aller à l'essentiel. Pour ceux qui n'ont jamais... Les 2 livres que je trouve qui s'alignent le plus avec la mentalité EOS, c'est The One Thing et Essentialism de Greg McKeown. J'ai vu ça dans la photo cette semaine,
Sinon, c'est Ouais, tout ça, des... moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait comme waouh, c'est exactement ce que j'essaie de. Fait que je le recommande à mes clients que je vois qui ont de la misère à revenir à l'essentiel, qui prennent le monde complexe qui est autour d'eux, là, puis ils disent ah, on ne peut pas prendre de décision parce que. Je dis non, non. Prenez une décision. C'est quoi l'essentiel? Puis allons à l'essence de c'est quoi l'enjeu, puis prenons une décision, puis si on n'a pas pris la bonne décision, on va se réajuster dans 3 mois. Mais Mhm. avançons parce que le pire qu'on peut faire, c'est pas prendre de décision. Je ne sais plus qui disait ça, qu'une mauvaise décision est mieux que pas de décision. Mais pas de décision, tu prends une décision, tu choisis le statu quo. Statu quo qui ne marche pas, puis que tu ne vas pas progresser, puis tu ne vas pas apprendre. Donc, Mhm. et moi, il faut que je les amène dans le progrès, dans l'action. C'est là qu'on va découvrir la vérité. Puis je trouve que ça, ces principes-là de ramener à l'essentiel, c'est quoi la priorité, c'est quoi la chose ce trimestre, c'est quoi la chose cette semaine, c'est quoi la chose aujourd'hui. Moi, je le mets dans ma vie de tous les jours. Puis souvent, je me lève le matin, je dis, OK, c'est quoi la chose Mhm. que je dois faire absolument aujourd'hui? Le reste, tant mieux si je peux les faire, mais c'est quoi la chose que si je ne fais pas, je suis dans la chenoute. Ouais. Ça m'a amené à me focusser parce que moi aussi, je suis visionnaire. J'ai pas de TDA, mais je m'excite avec beaucoup d'opportunités. Puis quand je vois des opportunités, hey, ça serait cool, ça serait cool. Fait que Ouais. j'ai tendance à m'éparpiller. Puis EOS, dans ma vie de tous les jours, professionnelle, puis de tous les jours, m'a ramené à dire plus rapidement non. Je dis Mhm. beaucoup plus non qu'avant. Si ça ne s'aligne pas à où est-ce que je m'en vais, à mes valeurs, puis vraiment, je me laisse le temps de penser avant de dire oui à quelque chose. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que souvent, les entrepreneurs, puis je le vois énormément avec mes clients aussi, tu sais, c'est dur parce que tu as tellement la face collée dedans que de dire, OK, mais c'est quoi l'objectif? Puis comme, prends une seconde là, au-delà de tout est urgent, tout est en feu. Non, tout n'est pas en feu. Il y a plein d'affaires que si tu les ignores, ils vont se régler sur moi tout seul. Puis Ouais. j'ai réalisé, tu sais, j'ai eu un... Je travaillais avec un entrepreneur il y a une couple de mois qui m'avait partagé sa to-do list pour la semaine. Puis il y avait genre 40, 50 affaires sur sa to-do list. Puis j'étais comme, mais c'est pas une to-do list. Comme, tu sais, je veux dire, I mean, oui, théoriquement, c'est une to-do list, mais il y a tellement de stuff. Les wish lists, souvent. Tu peux pas possiblement penser que tu as le temps de tout faire. Puis le monde va pas exploser si tu finis pas la liste, tu sais. Puis là, moi, à la base, j'ai été engagée avec cette espèce de discussion de j'ai pas le temps de rien faire, il y a trop, ça va trop vite, nanana. Fait que là, je suis comme, OK, cool. À la place de dire comment je peux faire tout ça, posons la question qui peut faire X. Ouais. Moi, j'ai commencé à passer à travers la liste et dire ben, peut-être que ça peut être telle personne. Ça, moi, je pourrais le faire. Ça, telle personne pourrait le faire. Ça, J'ai un c'est livre pour ça. Oh, ouais, tu vois, il y a déjà des livres pour tout. hein? Dan Sullivan, ça c'est super bon. Who, not how. Au lieu de dire comment je peux le faire, dire qui peut m'aider. Ça, c'est la Ouais. première chose. Puis, C'est une chose. c'était vraiment bizarre comme dynamique parce que finalement, la cliente était dans une posture de. On dirait qu'elle était comme. Elle voulait avoir de l'aide, mais elle n'était pas prête à accepter l'aide. Parce que là, c'est vraiment une position, ben non, c'est moi qui dois le faire parce que c'est moi l'expert, puis X, puis Z, tu sais. Ouais. Tu sais, ultimement, c'était vraiment bizarre. Je voyais comme moi il y a 10-12 ans, tu sais. J'avais vraiment l'impression que j'étais dans cette... Parce que quand j'ai eu ma compagnie de traiteurs, tu sais, j'étais encore à l'école dans ce temps-là, mais j'étais dans une position où est-ce que, tu sais, j'allais à l'école le jour, puis je faisais mon traiteur le soir, puis la fin de semaine, puis la nuit. Puis des fois, il était comme 2 heures du matin, puis je suis comme, pourquoi je suis en train de rouler des arancini, tu sais? J'aimerais bien mieux être en train de focuser puis travailler sur ma business parce que j'ai catché vraiment vite que c'est ça qui m'énergisait. Gino Wickman dans les disciplines, là, Gino Wickman qui a créé EOS, il dit tout le temps ne faites pas une job à 25$. Ouais, mais Pas là, la il mentalité. OK, oui, mais d'un point de vue leadership, par contre, puis là, juste pour jouer l'avocat du diable, là, comme si tu vas faire la plonge avec tes employés, tu montres que tu es là, puis que, tu sais, there's no task too small. Moi, j'ai de la misère avec le monde qui sont comme that's beneath me. Non, pas beneath me, mais c'est pas là où tu vas amener plus de valeur pour l'entreprise. Non. Je suis correct tu sais, le managing by wandering around ou participer dans des petites tâches puis tout ça pour voir un peu qu'est-ce qui se passe puis montrer. Ça, c'est correct. Mais systématiquement, là, que tu dois faire des trucs là, que tu prends beaucoup de temps pour rouler tes affaires puis faire des trucs quand quelqu'un pourrait le faire pour toi, puis toi, tu pourrais amener de la valeur ajoutée puis amener l'entreprise plus loin. Oui.
Absolument. C'est ça, aller vers son habilité unique. Tout le monde a une habilité unique. Puis si tu ne travailles pas là-dessus, ben, tu laisses. On travaille beaucoup de choses où on est bon, on est compétent, parce que c'est de la compétence qu'on a acquis avec le temps, mais qu'on n'aime pas vraiment, qui ne nous donne pas Mhm. d'énergie. For Ça, c'est sure. la première chose à déléguer. Ben oui. J'aide les entrepreneurs à faire la liste de choses, puis les mettre dans leur cadran, là, des bons cadrans délégués pour s'élever, puis déterminer qu'est-ce que je dois commencer à déléguer. Puis là, je leur dis, OK, prochains 3 mois, qu'est-ce que tu délègues? Puis à qui? Puis là, oh, 1 ou 2 choses. Puis 3 mois après, OK, prends ton truc, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Puis ça, je le fais moi-même. Tous les 6 mois, je regarde mon Delegate, Elevate, puis je regarde, est-ce que j'ai tout délégué? Puis là, je suis rendu à un point où j'ai plus rien à déléguer. Là, il faut que je commence à déléguer les choses que j'aime et que je suis bon, mais pour me concentrer sur ce que j'adore et ce que j'excelle. Mm. Là, c'est cool parce que là, tout ce que je fais, il n'y a pas beaucoup de choses que je fais dans la journée que maintenant je me dis, Ah ouais, je hein? déteste. Mais est-ce que tu as du bandwidth mental? Parce que, tu sais, moi, il y a des affaires, des fois, que c'est comme des tâches qui sont pas mindless, mais c'est des affaires qui sont justement plus faciles, que je garde pour différents moments de la journée où est-ce que je le sais. Tu sais, comme mes après-midi, mettons, quand je fais des lives comme là, Ouais, ou, tu sais, quand je donne une conférence, souvent, j'ai comme vraiment moins de jus après, fait que je vais me ouais, garder des tâches spécifiques parce que je sais que je peux pas faire du deep thinking, tu sais. OK. Mais si je vais te challenger parce que si tu sais Mhm. ces tâches spécifiques qui sont mindless, puis c'est Ouais. correct que tu sépares ton temps, tu sais où est-ce que tu as ton énergie, c'est très bien ce que tu fais. Mais si tu prenais ça, puis tu le déléguais, là, tu aurais du temps libre. Sure. Là, tu pourrais Mais on travailler dirait sur un que projet, tu pourrais aller faire du vélo, tu pourrais aller faire autre chose. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu sais, on n'a pas besoin de remplir notre journée non plus de 9 à 5 ou de. Ouais. Tu sais, J'ai on n'a encore de la pas misère avec. besoin. Si tu as fait ce que tu as à faire, puis tout ça, puis que tu as délégué, puis qu'il y a du monde qui travaille en dessin, puis que tu peux te prendre un après-midi ou 1 heure, puis faire quelque chose que tu as le goût de faire, ou de prendre une pause clarté, puis juste rien faire. Hmm. C'est mon point. Ouais. Mm. Je pense que c'est un peu plus difficile dans mon cas parce que j'ai beaucoup de clients pour qui je me ramasse à faire des tâches mindless pour eux Mm. aussi. Fait que, tu sais, je Mm. deviens souvent la personne à qui ils délèguent ou, tu sais, je suis la Ouais. personne, tu sais, je suis un fixeur, right? Les gens m'engagent pour faire disparaître des problèmes. Fait qu'il y a des fois des affaires que je fais disparaître que c'est juste parce que je l'ai faites. Fait que, tu sais, c'est dur pour moi de dire je vais déléguer 100% de ces Ouais, tâches ouais. monde. Parce qu'il y a définitivement des gens avec qui je travaille qui m'aident pour différentes affaires. Tu sais, j'ai une assistante qui va des fois reprendre des bouts de trucs, genre pitonner des affaires dans un fichier Excel pour moi. Que tu sais, moi, je peux faire juste la partie Ouais. stratégie ou. Puis après ça, il y a Mhm. quelqu'un qui va juste plugger les chiffres à ma place. Tu sais. Mhm. Mais des fois, c'est plus. I mean, puis c'est ça qui est difficile parce que ça dépend des clients, puis ça dépend des périodes, parce que mes mandats ne sont pas 100% copie conforme à chaque fois. Tu sais, toi, Ouais. intégrer un système iOS, j'imagine, c'est comme ben, le C'est système, c'est ça, puis la session 1, c'est ça, puis la session 2, tu sais. c'est ça. Il y a le Moi, processus, puis il y a des choses que je peux systématiser avec mon assistante, puis ouais. ouais. Mais c'est intéressant parce que il y a comme. I mean, moi, j'ai l'impression que je suis dans une posture de cordonnier mal chaussé souvent où est-ce que je fais des choses pour les gens, mais j'ai besoin que des gens m'aident à le faire, la même chose pour moi. Tu sais, un de mes besoins, I guess, puis c'est pas un enjeu de je suis une princesse, je veux que quelqu'un le fasse à ma place, mais c'est plus, je me dis, j'aimerais ça pas avoir, tu sais, ou réduire, I guess, le burden mental. Fait que, tu sais, il y a un truc avec mon assistante que j'essayais de faire qui était essentiellement, tu sais, j'ai des factures qui rentrent, process les factures, mets-les à la bonne place dans QuickBooks, mais comme le mardi, quand on a notre call, pointe au call puis dit, tu dois 132,26 à telle personne. Puis, tu sais, je veux pas avoir à aller figure out, oh oui, c'est combien d'argent il fallait que j'envoie. Je suis comme, fais juste me dire une liste, puis je vais le faire, puis c'est fait, puis ça a pris 5 minutes, puis j'ai pas besoin de me poser la question, tu sais, parce que je veux pas aller à gosser, puis tu sais, sure, je pourrais le faire, mais ça va me prendre 20 minutes, right? Pour chaque facture, de trouver la facture, puis es-tu payé, puis tu sais. Fait il y a comme des affaires de même que je me dis, si je peux réduire au moins le côté administratif, mettons, de ma propre business, puis focuser mon énergie puis mon temps sur mes clients, où est-ce que j'ai bien Oui, plus de c'est valeur. exactement. Exactement. Fait que Mais c'est intéressant parce tu que. vois, c'est du délégué élevé. Moi, je l'ai fait, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais dans ma business qu'il y a juste moi qui peux faire, que j'adore, puis que c'est moi qui excelle. Puis le reste, les factures, ben, c'est ça, j'ai automatisé, tagué, ça tag. Quand les factures rentrent, ça le tag dans mes emails.
puis ça le met dans un fichier. Puis là, mon assistante, elle le prend une fois par mois, elle met tout ça pour le comptable dans un... Tu sais, on a développé des processus que ça, je faisais ça avant, puis ça me drainait, là, une facture. Je vais la mettre dans mon G Drive, tout ça. Non. Là, j'ai mis, c'est tagué automatiquement, c'est sorti de mon email, puis mon assistante, une fois par mois, elle prend tout ça, puis elle le met dans le bon répertoire pour mon comptable. Qu'est-ce que tu utilises comme système pour gérer tes emails quand tu dis qu'ils sont tagués automatiquement? C'est toi qui tagues manuellement? Gmail, puis je mets des tags. Puis OK, mais toi, tu les mets. Quand tu reçois une facture, tu la flagues. J'ai mis des règles que quand ils voient, je sais pas moi, facture, j'ai regardé toutes les factures, puis j'ai regardé les mots-clés. Puis là, j'ai dit, si tu vois ces mots-là, tu mets facture. Au pire, aller, il va taguer une facture qui n'est pas une facture, mais c'est pas grave, elle va le voir, puis elle ne déplacera pas. Interesting, OK. Ouais. Est-ce qu'il y a un pourcentage de tes... c'est quoi le pourcentage de gestion de tes courriels puis de ton calendrier qu'elle a pris en charge versus ce que toi, tu fais? Y a-tu une balance comme... Je te dirais, elle a pris 75% de mon calendrier, 50% de mes courriels. Ah ouais? OK. J'aime ça encore, les courriels bon, je réponds à des clients, mais elle voit là quand ça parle de planification de session, céduler des choses, elle le prend en main. Ouais. Mais on gère mon calendrier. C'est elle qui, quand je lui dis, il y a quelqu'un qui veut une présentation sur OS, donne-lui 3 dates. Elle sait c'est quoi les périodes de la semaine qu'elle peut céduler. Elle regarde dans mon calendrier, puis elle s'occupe de tout ça. Donc ça, c'est le fun. Quand il y a des changements de session, peux-tu lui donner une autre date, puis il trouve... Elle fait le back and forth avec le client. Là. Donc ça m'évite de ces choses-là. Puis les courriels, je me suis dit, j'aimerais ça les regarder le matin, le midi, le soir, ou même matin, puis juste le soir, puis qu'elle gère. Ouais. On n'est pas rendu là. J'ai de la misère à décrocher. Ouais. Je me questionne. C'est tout le temps le cellulaire en train de regarder. Puis, c'est difficile. Moi aussi, j'ai de la misère à m'en empêcher. Puis, j'ai mis mon téléphone en noir et blanc il y a une couple de mois dans un effort d'essayer de réduire. Puis ça marche quand même. Là, j'ai descendu de comme 25% mon utilisation de téléphone overall. Ma femme a été vraiment plus radicale. Elle a juste décidé qu'elle arrêtait de répondre à des messages textes, puis elle met son téléphone dans son tiroir avec ses bas, genre. Ouais. Juste comme cacher son téléphone, genre. Pourquoi elle a un téléphone? Mais je pense qu'elle a comme une moyenne maintenant, average daily, de comme 30 minutes. C'est 30 minutes par semaine ou une affaire de même. C'est ridicule. C'est comme elle check plus son téléphone jamais. Puis ça m'a vraiment inspirée. Puis j'étais comme, j'ai pas envie, tu sais. Mais pour avoir quelqu'un qui puisse le gérer à 100%, je pense que ça me prendrait un humain qui travaille avec moi quasiment à temps plein, tu sais, ou qui peut être plus responsive. Parce que c'est un problème que j'ai avec un client aussi, là, en termes de la gestion de boîte de courriel, où les clients écrivent avec des questions. Tu sais, c'est juste la personne qui check le courriel le matin, puis là, il y a un problème qui arrive à plus tard dans la journée, ça va prendre comme un autre 24 heures. Puis là, c'est comme... non, ça dépend des business. Ouais. Mais moi, il n'y a jamais rien de si urgent que... Non, c'est ça. Et si je regarde 2 fois par jour, ça devrait suffire. C'est rare que les gens vont mourir parce que tu n'as pas répondu à un courriel. Je vois le temps qui passe. Si vous êtes encore là avec nous et que vous avez des questions pour Thierry ou moi ou les affaires qu'on a dit qui vous feront réagir, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Puis si vous voulez être sûr qu'on le met, il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais des fois, là, mettez un emoji à côté, comme ça on les voit passer. Puis, il y a Félix. Regarde. Dan Sullivan, moi, je l'aime beaucoup. Là. Il y a des livres, là, Who Not How. Il a fait un trio. Là. Okay. Là, le livre, pour les gens qui écoutent, là, le livre que j'adore aussi, The Gap and the Gain. Tu as lu 50 millions de livres, clairement, parce que tu nous en as montré genre 8 depuis dans les dernières 40 minutes. C'est quoi ton top 3 de comme toute la vie, mettons? Là? Même si tu les as pas physiquement avec toi. Essentialism, là, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y en a des classiques que je dirais pour les entrepreneurs, de Patrick Lencioni, The Five Dysfunction of a Leadership Team. C'est vraiment intéressant. Ça fait réveiller sur quelque chose. Les entrepreneurs travaillent pour être meilleurs, intelligents, tout ça, mais ils ne travaillent pas pour avoir une compagnie en santé, une équipe de direction en santé. Puis c'est ça qui fait la grosse différence dans une entreprise. Donc ça, Good to Great, c'est un classique, Jim Collins. Les exemples sont un peu vieillots, mais le principe, c'est des principes intemporels. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je te dirais, je suis vendu, je vais dire Traction.
Ah, mais c'est pas bias du tout. C'est pas bias pantoute. Mais The Gap and the Gain, moi, ça m'a beaucoup aidé, justement, pour arrêter d'être toujours dans le futur, puis dire, ah, où est-ce que je pourrais être, puis d'être toujours insatisfait. Parce que quand tu es dans le futur, tu es toujours insatisfait. Parce que tu n'es jamais où est-ce que tu t'aimerais être, right? Ouais. Puis si tu restes trop là, tu deviens insatisfait, tu deviens impatient. Moi, j'étais impatient. Hey, OK. les choses n'arrivent pas assez vite, puis qu'est-ce que je peux faire de plus? Puis là, tu es tout le temps dans l'expectation, puis tu es restless. Puis le gain, c'est de s'arrêter, puis de regarder ce que tu as fait. Ouais. C'est pour ça la discipline d'avoir des cartes de pointage, puis de les regarder. Moi, j'ai ma carte de pointage chaque semaine. J'ai des actions que je me dis que je track, puis il faut que je fasse chaque semaine. Puis si je les fais, ma business va bien aller. Et c'est de regarder ça chaque semaine, ça t'amène ça te ramène dans le présent, puis ça te calme. Ça te dit, OK, j'ai fait ce que j'ai à faire cette semaine. Le Mhm. futur, je ne peux pas le contrôler. Mais si je fais chaque semaine, c'est comme le training. Là. Si je fais je vais au gym 3 fois semaine, puis je fais mes poids, ma forme physique va s'améliorer. Mais si je me dis, j'ai 10 livres de trop, puis je bench pas encore 200 livres, OK, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Ce que tu peux faire, c'est des actions. Puis le Gap and the Gain, il ramène ce mindset, puis il donne des trucs pour ramener le mindset. Puis souvent, les visionnaires sont toujours dans le futur, puis sont impatients. La compagnie ne va pas assez vite, les gens ne vont pas assez vite, les choses ne vont pas assez vite. Puis je les amène avec les outils OS de regarde, on a accompli ce qu'on avait à faire. Présentement, c'est ça que tu dois faire. Concentre-toi sur ça, oublie le futur. Puis le futur, on y revient tous les trimestres pour juste s'assurer que notre plan est bon. Mais quand tu es dans l'action, au jour le jour, oublie le futur. Ça fonctionne-tu, ça? Oui. Moi, ça m'a Donc, arrive à vraiment. gérer. Non, mais pas toi pour calmer ton anxiété, je veux Ah, dire. les entreprises? Travailler avec des entreprises qui sont comme ça, va pas assez vite, tout est en feu, puis ils ont comme une espèce de. Parce que Oui. je travaille avec des entrepreneurs comme ça aussi, puis Oui, parce que moi, on met tous les trimestres, là, je les aide à prioriser sur quoi on doit travailler. Au début, très difficile d'arriver à l'essentiel, comme on avait parlé, de se définir, puis ah, mais tout est important. Non, il n'y a pas tout est important. Comme tu dis, moi, je leur dis, c'est quoi les Legos que vous devez bâtir, les finir pour que vous puissiez les assembler. Si vous construisez des moitiés de Lego, là, puis qui sont partout, là, vous allez rester horizontal, là, vous n'allez pas vous élever. Fait que si vous voulez vous élever, il faut finir quelque chose, puis à un moment donné, il y a un flywheel qui va se mettre à tourner. Fait que là, c'est la première chose, je les aide. Ça prend plusieurs trimestres avant qu'ils comprennent c'est quoi une priorité, puis bien être capable de s'aligner là-dessus. Puis après ça, c'est aussi les compléter, parce que c'est bien beau la définir, mais si tu arrives après un trimestre, j'ai fait 5 de ma priorité, de ma rock de fait. OK, qu'est-ce que tu as fait? Le reste, c'était ta priorité. Là, il faut qu'ils trouvent des moyens de prioriser du temps pour travailler là-dessus. Puis ça, c'est un autre changement de paradigme, de dire non à beaucoup de choses, puis de plus être en mode feu, pompier, puis de travailler sur les process. Donc, c'est vraiment c'est un cheminement. Hein. C'est pour ça que ça dure 2 ans. Ça se fait pas, c'est pas de la formation, c'est un processus de changement d'entreprise. Ouais. Question, j'ai l'impression que là, il est midi 45, fait que je voulais comme garder un peu de temps pour les questions aussi, s'il y a des gens qui sont là qui ont des questions. Mais moi, j'en ai une, je pense, qui serait intéressante pour finir ou rapper. Est-ce que tu penses que tous les entrepreneurs devraient suivre un système comme iOS? Y a-t-il des entrepreneurs pour qui c'est pas un bon système? Comme comment tu. Ben, je dis aux entrepreneurs, vous avez besoin de 3 choses. Un coach personnel. Ouais. C'est un mentor ou quelqu'un pour réfléchir, pour vous faire réfléchir. Un réseau. Donc, un groupe de pairs, c'est comme EO Organization, entre chefs PME, où tu peux échanger avec d'autres entrepreneurs régulièrement pour voir les bonnes pratiques, puis t'aider à résoudre des enjeux, puis un système d'opération, que ce soit EOS. Écoute, il y a Scaling Up, il y a Gazelle, il y a quelques autres systèmes, ou même un consultant qui arrive, qui te met en place un système, ben ça prend un système. Donc,
si tu n'as pas un système puis que tu fais les choses de façon aléatoire ou que c'est des petites choses que tu as mais qui ne sont pas bien attachées ensemble, tu vas avoir des problèmes, tu vas frapper des plafonds, tu ne vas pas être capable de passer à travers. Donc, ça leur prend un système d'opération. Ça peut être quel que soit le système. Si ça fit avec EOS, tant mieux. Moi, je trouve que c'est très simple. Il y en a d'autres. C'est de trouver le bon fit, mais ça prend un système d'opération. Autrement, c'est aléatoire. Puis comme on a parlé, à un moment donné, si tu veux te détacher de l'entreprise, puis à un moment donné, la vendre, il faut qu'elle roule sur un système. Tu peux pas, tu as un ordinateur, si tu n'as pas le Mac OS ou Windows ou Linux ou whatever, tu as bien beau mettre des applications, il n'y a rien qui se passe. Ça prend un système d'opération de base pour une entreprise. Ouais. Est-ce qu'il y a des compagnies pour qui c'est pas un fit, mettons? Oui. Pour toi, mettons, de dire il y a un point à partir duquel c'est intéressant. Il y a des mensonges à atteindre, j'imagine aussi? C'est 10 à 250 employés. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais les PME qui sont, comme je t'ai dit, opération et tout, il y a un fit. Après ça, c'est un fit, c'est mental. Est-ce que le visionnaire il est prêt à laisser aller puis à se prendre sa position de visionnaire à long terme? Des fois, non. Des fois, il y en a qui aiment l'action puis qui veulent garder les rênes de tout. Ils ne sont pas prêts à mettre un système puis ils vont plafonner à un moment donné. Ouais. Donc, non, toutes les entreprises devraient avoir un système d'opération, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui sont prêtes à le faire. Sure. Oui, je comprends. Ça fait du sens. Good. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas touchées? Moi, ça fait pas mal le tour, mais j'avais comme... On pourrait continuer à y aller probablement pendant un bout, là. Mais c'est l'heure de dîner, puis j'imagine qu'il y a aussi d'autres choses sur lesquelles tu as besoin de retourner après. Est-ce que tu avais... c'est quoi ta vision du futur par rapport à iOS, puis ta carrière? Puis est-ce que pour toi, c'est comme une affaire ou est-ce que tu es comme, tu es sur mon X, puis je vais faire ça pour le reste de ta vie? Ou est-ce que tu vas rebasser quelque chose, puis apprendre tes apprentissages, puis tu sais? Non, c'est pas mal. Je pense que je suis sur mon X. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux varier le nombre de clients. C'est à moi de ma capacité de décider. Ça fait qu'avec le temps, je peux, si je veux avoir plus de temps libre pour d'autres patients, je peux commencer à restreindre. Quand mes clients vont graduer, OK, j'en prends pas plus. Puis, donc, non, j'adore ce que je fais. Je suis vraiment sur mon X. J'ai de l'impact. Les clients sont contents. Je suis bien rémunéré pour. La vie est belle. Puis, non, moi, je reste avec ça. Je commence un podcast bientôt. J'écris un livre. Donc, je fais des choses qui vont tout tenir ça ensemble avec mon expérience. Mais OS, non, ça fait 3 ans et demi. Puis, je me vois faire ça dans 10 ans aussi. Très cool. Puis, le livre, ça fit dans la stratégie de renforcer ton positionnement. Positionnement, puis travailler justement sur les plateformes de croissance. Un livre sur aider les entrepreneurs à s'identifier où est-ce qu'ils sont rendus dans leur croissance, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire pour passer à l'autre palier. Avec des exemples de clients et tout. Puis mon podcast va parler de ça aussi, donc ça va tout se relier ensemble. Tu vas rencontrer dans ton podcast, tu fais des entrevues avec d'autres entrepreneurs ou des clients, un peu les deux? Des visionnaires, ça va s'appeler visionnaire. OK. Puis là, je commence avec évidemment des clients. Et après ça, je vais embarquer d'autres personnes qui ne sont pas des clients dans mon réseau. Cool. Que je connais. Ouais. Est-ce que tu as une demande ou un besoin ou si quelqu'un a une question pour toi, mettons, comment on te rejoint? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te... Rejoins sur LinkedIn, Thierry Allegrucci. Puis si jamais vous voulez une copie du livre Traction, j'en donne comme des petits pains chauds. Moi, j'aime ça. J'aime le système. Puis que si vous l'implantez par vous-même, tant mieux. Ça marche. Fait que moi, j'en ai plein. J'ai des caisses de Traction. Donc, passez par Amélie si vous voulez un livre. Puis je vous enverrai ça. Peut-être que vous allez recevoir une édition limitée comme la mienne avec une dédicace. Oh my God, c'est quoi? Moi, c'était... Ouais. Dédicace, c'est pas moi qui ai fait le livre, mais bon. non, mais c'est parce que tu avais écrit dans le livre quand tu me l'as envoyé par la poste. Oui, j'ai écrit. Mais j'ai reçu la copie de quelqu'un d'autre. Fait que quelqu'un, quelque part, qui a une copie. Oui, c'est vrai. Je me souviens que tu m'avais dit ça. Des fois, je me mêle, j'ai 3-4 livres à ouvrir. C'est probablement comme une mauvaise enveloppe kind of thing, mais au moins, c'était le même livre. Fait que ça m'a juste fait rire. Bon, Félix a trouvé ça super instructif, donc tant mieux. On a donné de la valeur à au moins une personne.
Non, ben il y avait plus que personne. À ce point, il y avait genre 10-12 personnes, mais c'est pas tout le monde qui commente. Fait que Non, non. Félix est un invité récurrent à mes invités, je veux dire. Ça serait cool de faire un épisode avec Félix, actually, peut-être, parce qu'il est tout le temps là, puis il est tout le temps en train de commenter, puis de dire plein d'affaires. Tu l'as pas invité? Non, ben je veux dire, je l'ai invité à participer, à écouter, mais je pourrais l'inviter à venir parler. Ben oui, effectivement. Il y a un background super intéressant, puis il y a des histoires. On a bu du thé à un moment donné, puis on a fait. On était dans une place de thé. Avec Félix, la prochaine fois, je vais faire le switch. Ouais, il a fait des claps de main, fait que peut-être que là, j'ai plus le choix. Cool. Bon, ben, merci Thierry beaucoup d'être venu. J'apprécie énormément ta participation, puis c'est cool parce que ça plusieurs fois qu'on se parle, mais à chaque fois, j'apprends des affaires, fait que je trouve ça cool d'avoir l'opportunité de continuer à rencontrer des gens. J'espère que ça a été aidant pour certains d'entre vous. Bon, Thierry dit Félix, il veut pas. Il dit ben non. C'est correct. Peut-être un jour. On ira faire du vélo ensemble, Amélie. Oh my God, ben oui. C'est une bonne idée, ça. On est allé faire le Mont-Royal hier avec un groupe ici à Saint-Lambert. On se rejoint. On a fait le Mont-Royal. C'était la première fois de cette année. Amélie Wood? Ouais, j'étais pas sûr. On a fait une sortie dans Summit Circle. On a monté Westmont. Et vous avez fait genre le Pro Tour? Ouais, 2h20 de montée puis de descente. C'est correct. J'ai été capable de me monter. Ça m'a fait vraiment rire. Je suis allée récemment, il y a 2 semaines à peu près, puis j'étais pas allée depuis l'année passée. Puis là, je me suis vraiment entraînée beaucoup cet hiver parce que j'ai une course dans une couple de semaines, puis j'étais comme, dans ma tête, ça allait être vraiment plus facile, mais c'est tout aussi misérable. Mais je vois qu'avec les années, mon poids augmente, puis je vois que chaque année, il faudrait que je rajoute une vitesse à la fin. Parce que là, je me suis rendu vite à la dernière. Je dis, déjà, mon Dieu, j'ai forcé fort. J'avais du mal à mouliner pour monter. Mais c'est insidieux parce que ça commence vraiment à pic, puis après ça, il y a comme une partie vraiment plus plate, puis ça finit vraiment à pic. Mais c'est comme le début qui est vraiment décourageant parce qu'après ça, ça va vraiment mieux. Moi, je trouve que c'est la dernière partie droite. Oui, après le belvédère. Si tu n'as pas géré ton énergie, là, la dernière partie droite, là, pour arriver jusqu'en haut, Moi, ça me fait vraiment... Je trouve ça drôle quand je regarde le tour, tu sais, comme les stats des gens qui font les Pro Tours, là, puis qui sont comme, ils l'ont fait ils l'ont fait 20 fois de suite, puis ils l'ont quand même fait plus que 2 fois plus vite que toi, puis t'es comme... Tu vas tellement pas vite comme ça, tu bouges pas. Mais bref. Mais il y a un parallèle intéressant. Moi, tu vois, je trouve que les entrepreneurs qui pratiquent des sports à très haut niveau, qui sont comme des niveau cégep, collégial ou autre, là, je trouve qu'il y a comme une espèce de... Puis on pourra peut-être une bonne affaire pour finir là-dessus, mais il y a comme un parallèle intéressant avec l'espèce de niveau de dédication puis d'intensité, I guess, que tu mets dans un... Tu sais, le concept de... Ouais. Il y a comme un... C'est de mettre tu sais, tu as une vision, puis tu mets le travail à chaque jour. Puis j'ai fait du triathlon dans les années 90 à haut niveau, puis tu sais, c'est... Du triathlon? Ouais. Puis tu fais ton entraînement, puis tu sais que ça va payer, puis tu vois le progrès, mais you gotta do the work every day. C'est parce que tu t'entraînes pendant plusieurs mois pour faire une course à un nombre. C'est comme un marathon build, là, tu cours pendant 5-6 mois, puis tu fais une course. Fait que la rétroaction est... Et puis dis-moi, ça dépend des personnes. Moi, j'aime le processus d'entraînement. J'aime pas vraiment les courses. Je suis un compétiteur envers moi-même. Dans les courses, je me poussais, mais je me poussais moi. Ça me dérangeait pas à quelle position j'arrivais. Si j'arrivais dans le top 3, yeah! Si j'arrivais au top 20, mais que j'avais vraiment forcé à mon maximum, ben j'étais bien content. Ouais, il y a du monde qui j'aimais pas les courses tant que ça. Moi, j'aimais l'entraînement. J'aimais m'entraîner avec du monde puis me pousser. Pas pendant les courses. Ouais, mais je pense que ça dépend qu'est-ce que tu fais aussi parce que, tu sais, une performance, c'est quand tu cours ou que tu nages ou autre, tu sais, la machine du use case, c'est que tu as fait un personal best, tu as nagé plus vite que tu as ever nagé, fait que tu t'es amélioré, mais tu n'as pas gagné la course, mais tu sais, c'est comme si tu fais un marathon, tu vas probablement pas le gagner, tu sais, c'est très unlikely que tu gagnes le marathon, right? Mais tu peux quand même avoir couru un marathon 20 minutes plus vite, which is a huge deal. Ouais.
Mais le monde, on dirait que quand tu n'es pas dans le domaine du sport, comme moi, je me suis jamais... Mais il y a du monde qui ont besoin de la course pour... Tu sais, moi, j'en connaissais. S'ils n'ont pas une course, ils ne vont pas s'entraîner. Mais moi, je fais l'entraînement parce que j'aime l'entraînement. La course, c'est juste un test pour voir est-ce que tout le travail que j'ai fait m'a amené où est-ce que je voulais aller. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de... C'est difficile de remplacer, pour moi, l'espèce de l'adrénaline que tu as pendant une course, puis le niveau d'inconfort soutenu que tu peux maintenir pendant une longue période de temps. Ouais. Mes performances dans des courses sont typiquement tout le temps meilleures que quand je le fais tout seul dans le bois. Genre. Ah oui? Hein? Puis on dirait que c'est juste comme le niveau supplémentaire de... Puis je nageais, là, quand je compétitionnais, l'environnement, compétition, puis le monde peut pas relate, il n'y a aucune compétition en piscine dans les films que j'ai ever vus qui représentent la réalité. Il y a tout le temps la limite de nombre de personnes sur le bord d'une piscine là, au cégep. Là. C'est tout le temps minimum 2-3 fois ça qu'il y a pendant une compétition. Oui. Puis, c'est comme, il n'y a pas de place d'investiaire, il n'y a plus, c'est comme tout le monde est pacté comme des sardines sur le bord, puis ça hurle, c'est bruyant. Ça hurle, là, ouais. Puis, il y a comme une espèce de... T'as pas le choix, genre. C'est comme t'as mal, mais ça dérange plus. Ouais. Puis c'est vraiment dur de te mettre dans ce mindset-là quand t'es comme tout seul sur la piste cyclable, je trouve. Je suis capable de pousser, mais on dirait que le niveau... Il n'y a pas personne qui te regarde, fait qu'on dirait que c'est comme plus facile d'être... En tout cas, je sais pas. Pas de tricher, là, c'est comme tu triches envers toi-même, I guess. Mais bref, moi, tu vois, j'aimerais ça si j'avais pas d'enfant puis que j'avais une famille familiale qui me permettait de faire des courses toutes les 2 semaines. Tu sais, comme pour être bon à un 5 km, il faut que tu fasses beaucoup de 5 km. Tu apprennes à le pacer, puis il y a beaucoup de choses qui viennent avec la pratique que la course, tu peux pas le représenter en pratique. C'est difficile, je trouve. Ben, il faut que tu fasses la piste. Il faut que tu fasses la piste, il faut que tu fasses... un lien. Tu fais quelqu'un en avant de toi que tu veux vraiment... avec du monde. Parce que c'est... Ouais, c'est ça. C'est sûr que si tu vas faire de la piste... Je suis sûre que tu l'as vécu, là. De quoi? Ben, le triathlon, c'est comme, t'as un lièvre, t'as quelqu'un en avant de toi, puis t'es comme, faut que, je veux attraper cette personne-là. Ouais, mais on le faisait en entraînement. C'est pour ça que moi, je m'entraînais en groupe, puis on poussait comme des fous. Là. Les intervalles là, autour d'une piste là, de 400 mètres, et on courait comme des malades. Je courais aussi vite que dans les courses. C'est juste les courses, c'est que tu t'amènes dans un inconfort où, à un moment donné, c'est plus tant agréable que ça. Pouce, là, puis ça faisait mal. Tu sais, je pensais qu'en m'améliorant, ça allait être plus facile. Maintenant, c'était pire. Parce que tu peux courir plus vite, tu peux aller plus vite dans tes pulsations, puis là, tu es encore plus dans le top. C'était, à un moment donné, je me suis écœuré. Là, après 10 ans, je me dis, pourquoi je suis tout le temps en 190 de pulsation dans les courses? Là? Je ne vais plus faire ça pour le plaisir. Mais je me pousse dans les entraînements, de temps en temps, quand ça me tente. Ouais. Fait que tu veux monter le Mont-Royal. Ouais. C'est bon, mais tu me diras la prochaine fois, peut-être que j'avais pas loin non plus, fait qu'on fera ça. Good, cool. Ben, il est 1 heure, Allez, on se laisse. Merci beaucoup de l'invitation. D'être venu. Puis s'il y a d'autres gens qui sont encore là, ben merci d'être restés jusqu'à la fin. Puis je vais promouvoir. Je ne sais pas encore c'est qui mon prochain invité. J'en ai un autre bientôt qui s'en vient. Là. Bon, ça va être Félix. Ouais, on va essayer de convaincre Félix. Bye, bonne journée. Bye.